Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je traite, comme ça a été indiqué, de questions liées à la rareté des ressources, mais aussi avec Raymond Massé sur les enjeux éthiques en santé publique. Et je suis persuadée que les changements dans la loi entraînent des enjeux non seulement au niveau clinique, mais aussi au niveau de la santé publique. Alors, disons que moi, au départ, je n'étais pas en faveur d'une loi, mais une fois qu'elle est passée, je respecte la démocratie et j'essaie de prévoir ce qui pourrait être, entre autres, plus équitable, dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que dans le titre, n'est-ce pas, la loi favorise-t-elle une mort dans la dignité pour toute personne en fin de vie? Toute personne en fin de vie, c'est important, et non pas seulement quelques-unes. Alors, le plan de la présentation s'énonce comme suit. Je vais d'abord vous présenter les valeurs qui sont énoncées dans la loi elle-même. Ensuite, des conditions et des facteurs qui favorisent une mort dans la dignité. Ensuite, des critères d'équité en matière d'accès aux soins, y inclus pour les soins qui sont impliqués dans la loi 2. Quand je parle de la loi 2, bien, en fait, peut-être que vous ne savez pas, mais le projet de loi s'appelait 52, mais la loi s'appelle 2. Et donc, ça concerne les soins de fin de vie, évidemment. Sur 3 points que vous voyez par la suite, soins palliatifs, directives anticipées et aide médicale à mourir. Tout de suite, en partant, je vous dirais que aide médicale à mourir, c'est synonyme d'euthanasie dans les pays qui l'ont légalisé. Dans la définition qui est inscrite dans la loi, c'est la même chose que ce qu'on trouve sous l'appellation de aide médicale à mourir ici au Québec. Et finalement, bien, je vais émettre quelques conditions pour l'accès à une mort digne, à une mort digne, en fait, pour tous. Et voici. Alors, les valeurs qui sont promues dans la loi, et ça, c'est dans l'article 2 de la loi elle-même, le respect de la personne, de ses droits, de son autonomie, la compréhension, compassion, respect de ses besoins et de sa sécurité. Si j'avais un commentaire à faire, je dirais non seulement respect de ses besoins, mais réponse à ses besoins, surtout en matière de soulagement de la douleur et de ce qu'on appelle la souffrance dans la loi. Une communication ouverte et honnête et l'interdisciplinarité qui est favorisée dans la loi. Alors, concernant les conditions et facteurs qui favorisent une mort dans la dignité, je dirais qu'en premier lieu, ce qui est important, c'est de respecter la personne comme sujet de soins et non pas comme un objet de soins. Alors, je pense qu'il y a des éléments dans la loi qui veulent vraiment éviter l'acharnement thérapeutique. Et souvent, dans l'acharnement thérapeutique, on utilise la technique parce qu'elle existe et non nécessairement parce qu'on vise des buts spécifiques en termes d'amélioration de la condition de santé. Alors, éviter l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, en fait, on peut le définir comme suit. Toute intervention thérapeutique visant à prolonger la vie d'une personne au stade terminal, en coma végétatif persistant ou encore à un stade avancé d'une maladie dégénérative, sans espoir d'amélioration de l'état de santé à court, moyen ou plus long terme. Alors, autrement dit, c'est l'utilisation de la technique pour elle-même. Si vraiment on utilise la technique sans espoir d'amélioration à court, moyen ou long terme, à ce moment-là, c'est carrément de la mauvaise pratique. Il y a des effets pervers dans le milieu de la santé parce que aussitôt qu'il y a des menaces de poursuite, par exemple par des familles, eh bien, on a tendance à procurer ce que la famille demande, même si ce n'est pas en faveur du bien-être du malade. Alors, autre condition, favoriser une approche globale de soins qui inclut évidemment un soulagement adéquat de la douleur. Il y a un autre problème à ce niveau-là, dans le sens que ce ne sont pas tous les praticiens, entre autres les praticiens généraux, qui sont formés en soulagement de la douleur. Et malheureusement, il y a des résultats d'études qui montrent que les personnes en fin de vie ne sont pas suffisamment soulagées. Donc, on comprend aussi que cette approche globale a été développée par les soins palliatifs à partir de Cecily Saunders en Grande-Bretagne il y a plusieurs années déjà.
Et donc, cette approche globale, souvent, j'enseigne en fait la bioéthique et la fin de vie. Et mes étudiants me disent pourquoi on n'aurait pas cette approche globale dans tout épisode de soins et non pas uniquement en fin de vie. Ici, évidemment, on parle surtout des soins palliatifs. C'est encore plus important au niveau des soins palliatifs. Et encourager aussi la présence et l'implication des proches. Je pense que de plus en plus, quand on approche de la fin de vie, vous pouvez lire aussi les écrits de Marie Denzel là-dessus, sur le titre de son article, c'est « Sens et valeurs de la fin de vie » ou « Sens et valeurs de la vie ». Je pense que c'est assez quand même facile à retrouver. Et c'est très intéressant de montrer comment la personne qui est pas morte, elle est toujours en vie, puis on doit favoriser des bonnes relations avec elle et pas la traiter déjà comme une personne qui serait morte. Au point de vue d'études empiriques, ce que je vous ai donné, c'est plus des éléments de nature théorique et éthique en termes de conditions. Mais si on regarde les facteurs qui favorisent la bonne mort, évidemment, c'est entre guillemets ici. Et c'est une étude qui date de 2000, mais vous allez voir que ce qui est mentionné là, ce sont des éléments qui sont toujours très importants et qui sont à réaliser. Donc, ils ont fonctionné avec 12 groupes de discussion focalisés, avec, comme vous voyez, des médecins, des infirmières, travailleurs sociaux, donc des professionnels de la santé, mais aussi des patients et des membres des familles endeuillées. Ils ont fait, en plus des 12 groupes de discussion focalisés, 24 entretiens avec une méthode d'analyse de théorisation ancrée. Alors, les résultats de leur étude, et vous voyez comment c'est important, l'analogie, le soulagement de la douleur, là, vous avez ça au premier point dans les thèmes abordés, analgésie inadéquate et thérapie trop agressive. Alors, c'est sûr que si on persiste à ne pas bien soulager et à utiliser des thérapies sans avoir des buts vraiment à atteindre en termes d'amélioration de l'état de santé, ou empêcher une dégradation de l'état de santé, bien, à ce moment-là, dans le cadre de la loi qui a été adoptée au Québec, bien, il risque plus d'avoir des demandes d'aide médicale à mourir. Si on regarde pour la suite, un processus décisionnel clair. Bon, mais pendant des années, on n'osait pas parler de la mort. C'est encore un problème. Il y a encore des résultats d'études qui montrent que les équipes, particulièrement les médecins, ont de la difficulté à parler de la fin de vie avec leurs patients. Alors, un processus décisionnel clair, c'est important. Et en fait, ça fait partie du soulagement de la souffrance conçu en termes global. Habituellement, on utilise douleur pour douleur physique et souffrance pour une douleur totale, comme on pourrait dire. Il y a quelquefois de la confusion autour de ça, mais toujours est-il que quand le patient est impliqué dans les décisions, c'est beaucoup plus facile pour lui ensuite aussi d'en discuter avec ses proches. Alors, la préparation à la mort, qu'est-ce que ça implique pour le patient? C'est de savoir ce qui l'attend autant que possible. Pour les proches, de connaître les changements physiques et psychosociaux. Et pour les soignants, d'explorer leurs propres sentiments, parce que c'est pas facile non plus pour des soignants de travailler avec des personnes en fin de vie, puis ça sera pas facile non plus pour des médecins de pratiquer l'aide médicale à mourir. J'ai déjà quelques indications là-dessus à partir des directrices de soins infirmiers dans les hôpitaux, où il y a eu déjà, vous l'avez entendu aux nouvelles, une dizaine de cas. Bien, les personnes qui ont participé à l'intervention, dans les jours qui ont suivi, ont eu besoin de soutien, même si pour eux, ils étaient confortables avec la décision qui avait été prise et avec l'intervention. Donc, toute cette question de la souffrance des soignants, là, il faudrait en parler aussi, pas uniquement de la souffrance des patients. La complétude, ils entendent par là, évidemment, une approche globale, y inclut des soins spirituels. Et donc, c'est sûr que la personne en fin de vie, généralement, elle revoit quelle a été sa vie, elle veut, dans certains cas, résoudre certains conflits, dire adieu à sa famille. C'est ce qui est ressorti de leur étude. La contribution au bien-être d'autrui, bien, la personne, en fin de vie, elle a encore des choses à donner.
Elle peut encore donner de l'attention à certaines personnes, même leur donner de la joie par certains souvenirs, etc. Et finalement, la reconnaissance du patient en tant que personne, moi, je vous en ai parlé au tout début, mais ici, c'est dans le résultat d'une étude empirique. Respecter la personne comme étant unique et comprendre son contexte, sa vie, ses préférences. Il y a quand même une grande place pour cet aspect dans la loi québécoise. Le critère d'équité. Ici, le critère d'équité, en fait, il s'énonce sous deux aspects importants. C'est que la loi soit la même pour tous, donc sans discrimination. On va y revenir là-dessus. Quels sont les groupes qui sont mis à l'écart par la loi? Et une réponse adéquate aux besoins de chacun. Puis quand je parle de besoins, je ne parle pas de préférence. Quand je parle de besoins, les professionnels de la santé ont des moyens pour évaluer les besoins. La personne elle-même, elle évalue ses besoins à partir de sa perception de sa condition de santé, mais les professionnels ont quand même des outils pour évaluer de manière plus objective les besoins d'une personne. Donc, les deux doivent être combinés pour arriver à comprendre quels sont les besoins et éventuellement, évidemment, à répondre aux besoins de chacun. Alors, la loi comporte 3 parties, soins palliatifs, directives médicales anticipées et aide médicale à mourir. Les soins palliatifs, bien, je ne vous apprends rien, là. C'est une belle définition des soins palliatifs que nous avons dans la loi à l'article 3. Soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire. Remarquez que ça doit être disponible aussi dans l'ensemble du réseau et même dans des maisons de soins palliatifs. Donc, on ne parle pas uniquement des unités de soins palliatifs. Ici, finalement, il y a peu de personnes qui meurent dans les unités de soins palliatifs au Québec. Alors, par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes de maladies avec pronostic réservé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir, n'est-ce pas? C'est le langage médical pour dire qu'il n'y a pas d'espoir de guérison, dans le but de soulager leur souffrance sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible, d'offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire. Ils ont inclus dans la loi la sédation palliative continue. Il s'agit de rendre, par des médicaments et substances, de rendre une personne inconsciente jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a des règles, évidemment, pour l'appliquer. Ça doit être demandé par une personne qui est apte et on doit évaluer à 2 semaines le temps qui reste à la personne comme vie. Évidemment, le pronostic, c'est jamais quelque chose d'exact, n'est-ce pas? Et donc, la sédation palliative, qui déjà se pratiquait au Québec et ailleurs aussi dans les autres pays, est incluse dans la loi et en étant reconnue comme un soin palliatif. Les problèmes avec les soins palliatifs, c'est qu'il y a 80 et plus de personnes qui meurent à l'hôpital. À l'hôpital, actuellement, dans les hôpitaux du Québec, on n'augmente pas le nombre de lits de soins palliatifs. Et dans certains endroits, on les diminue. Dans le COSUM, par exemple, à l'hôpital juif, à Maisonneuve-Rosemont, on a diminué. Il y en a peut-être d'autres. Là. Moi, c'est ceux dont j'ai entendu parler. On a diminué les lits de soins palliatifs en milieu hospitalier en pensant que les gens allaient pouvoir décéder à domicile et dans les CHSLD. Mais vous connaissez peut-être la condition des listes d'attente dans les CHSLD. Là, c'est pas évident. Et puis, à domicile, bien, encore faudrait-il que les CLSC offrent les services adéquats pour avoir des soins palliatifs à la maison jusqu'à la fin. L'absence de suivi multidisciplinaire bien, à domicile et dans les centres de soins prolongés, c'est quelque chose qu'il faudrait modifier. Et c'est même inclus dans la loi que ces services-là doivent être offerts, mais en respectant les politiques des institutions et la limite des ressources aussi. Donc, le principal problème, je crois, c'est la limite des ressources quand il s'agit d'avoir accès à des soins palliatifs dans tous les lieux où pourrait se faire la fin de vie. Les directives médicales anticipées, alors, je vous cite la loi ici. Toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen des directives médicales anticipées, indiquer si elle consent ou non à des soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé au cas où elle deviendrait inapte à consentir aux soins. Bon, évidemment, il y a eu des problèmes déjà. Les mêmes objections sont faites qu'avec le testament biologique et mandat qui sont
pas fait au moment où la personne connaît vraiment son état de santé. Donc, quand on parle de consentement éclairé, bien ça, c'est un point. Et libre, bien on ne sait pas dans quelle mesure des proches peuvent intervenir auprès de certaines personnes pour les influencer dans leurs décisions. À quoi ça s'applique, les directives anticipées? Ça ne s'applique pas à n'importe quelle technique ni à n'importe quelle situation clinique. Alors, ce sont les 5 techniques qui sont présentées par la suite. Là, à quoi ça s'applique? La réanimation cardio-respiratoire, l'utilisation du respirateur, la dialyse, l'alimentation et l'hydratation forcée. Moi, je ne savais pas trop que ça existait. Peut-être vous le savez plus que moi, mais c'est simplement de forcer une personne à s'alimenter. Et puis, l'alimentation entérale ou paratérale, bien, en fait, c'est par tube ou par stomie, là, ce qu'on appelle le gavage, avec des tubes reliés directement à l'estomac. Alors, ces 5 possibilités-là sont incluses. En fait, quand vous appelez à la RAMQ, vous pouvez recevoir le formulaire pour signer vos directives anticipées et puis alors vous cochez ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas. Moi, je reproche à ce document que la réanimation cardio-respiratoire, il faut qu'elle soit... on pourrait la refuser en tout temps, admettons, mais non, c'est juste dans les directives anticipées, c'est dans 3 conditions cliniques qui sont les suivantes. En fin de vie d'une maladie grave ou incurable, dans un coma irréversible ou un état végétatif permanent et dans les stades avancés de maladie dégénérative. Il faut que j'avance plus vite, là. Alors, les directives, c'est quoi les problèmes? Mais ne vont pas s'appliquer en tout temps et dans toutes circonstances. Autrement dit, on ne peut pas refuser la réanimation en toutes circonstances. Il faut que notre situation corresponde aux situations cliniques mentionnées. Il y a l'exclusion des personnes handicapées, des personnes souffrant de douleurs chroniques. En fait, il faut que la personne soit devenue inapte quand on applique les directives anticipées. Et elles sont plus restrictives que les niveaux de soins. Les médecins dans les hôpitaux peuvent prescrire des niveaux de soins et qui ne seront pas aussi restrictives, qui vont aller à plus d'interventions, par exemple. L'aide médicale à mourir, c'est le 3e point. Soins consistant à l'administration d'un médicament ou de substance par un médecin. Alors, ce n'est pas par n'importe qui, c'est par un médecin. À une personne en fin de vie qui l'a demandé dans le but de soulager ses souffrances et, évidemment, en entraînant son décès. Les conditions sont les suivantes. La personne doit être assurée au sens de la loi québécoise, c'est-à-dire qu'on veut prévenir par là le tourisme euthanasique, n'est-ce pas? Majeur et apte à consentir en fin de vie. Ça, c'est particulier à la loi québécoise. Ça n'existe pas dans les autres lois. Atteinte d'une maladie grave et incurable, situation médicale caractérisée par un déclin avancé irréversible et des souffrances physiques ou psychiques. C'est important parce qu'une personne peut souffrir simplement de souffrances d'ordre psychique insupportables qui ne peuvent être soulagées de manière tolérable et autre point important, selon le point de vue de la personne en cause. Alors, c'est elle qui juge, évidemment, je comprends que c'est elle qui souffre, mais en même temps, est-ce que la souffrance existentielle, par exemple, pourrait être un critère pour accéder à l'aide médicale à mourir? Les personnes qui sont exclues, ce sont les personnes qui sont aptes à consentir aux soins handicapés et souffrantes. Là, les 3 conditions doivent être reliées, n'est-ce pas? Et qui ne sont pas en fin de vie. Il faut être en fin de vie. Les personnes atteintes d'une maladie dégénérative qui sont aptes à consentir aux soins et qui anticipent une fin difficile et souffrante, comme les cas qui ont été présentés à la Cour suprême sous Rodriguez, Gloria Taylor, Kay Carter, qui demandaient l'aide médicale à mourir, qui demandaient l'aide médicale au suicide, en fait. Alors, ce n'est pas possible dans la loi québécoise. Et les personnes qui sont devenues inaptes et qui auraient pu le demander dans les directives anticipées, ça non plus, ce n'est pas possible au Québec. En guise de synthèse, je dirais qu'actuellement, les ressources financières, structurelles et humaines ne sont pas suffisantes pour satisfaire à toutes les valeurs qui sont énoncées dans la loi concernant les soins palliatifs. Les directives médicales anticipées, l'aide médicale à mourir sont restrictives, surtout l'aide médicale à mourir par rapport à d'autres lois ailleurs dans des pays qui ont légalisé. Les directives médicales anticipées ne s'appliquent que dans certaines conditions cliniques, on l'a vu,
et les personnes qui ne les auraient pas remplies seraient susceptibles de subir de l'acharnement thérapeutique, ce qui a été vérifié dans le contexte américain, je devrais dire états-unien. L'aide médicale à mourir n'est pas accessible à toute personne souffrante, apte à consentir aux soins, ni aux personnes inaptes qui auraient voulu en faire la demande antérieurement à leur inaptitude. En conclusion, je dirais que pour favoriser la mort dans la dignité pour tous, il faudrait envisager plus de ressources financières, structurelles, humaines pour permettre l'accès à des soins palliatifs à toute personne en fin de vie, quel que soit le lieu du décès. Que des mesures équitables permettent aux personnes qui sont gravement atteintes, dont la douleur n'est pas soulagée, d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Autrement dit, si c'est le critère de la souffrance qui est le critère principal, on ne devrait pas faire autant d'exceptions et, par exemple, avoir le critère de fin de vie. C'est ce que je mentionne en troisièmement. Là. Les critères devraient être élargis. Retrait du critère de fin de vie et d'aptitude jusqu'à la fin. Inclusion de l'aide au suicide pour les personnes atteintes d'une maladie dégénérative. Ça, je pense que l'arrêt Carter de la Cour suprême va encourager une ouverture de ce côté-là. Et l'inclusion de l'aide médicale à mourir dans des directives anticipées. Autrement dit, ces mesures-là sont en lien avec l'équité pour toutes les personnes qui sont souffrantes. Et voici, c'était ce que je vous avais à vous présenter.